La deuxième partie de cette matinale d'info, bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est la matinale d'info, deuxième partie de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec les télés locales de France qui nous rediffusent et avec TV5 Monde. Aujourd'hui, ce matin, l'invité politique sur ce plateau, c'est Louis Alliot. Bonjour, vous Bonjour. êtes le vice-président du Front National. Merci de vous être levé tôt et d'être sur ce plateau. Et pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Et Patrice Moyon de Ouest France, le premier quotidien régional français qui représente la presse quotidienne régionale sur ce plateau ce matin. Bonjour. Louis Alliot, la mobilisation ne faiblit pas. Deuxième jour de grève. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette mobilisation ? On ne sait pas trop ce que le Front National pense de cette grève, au fond. Il y a un droit de grève. Il y a des ambiguïtés. Il y a un droit de grève. Il faut le respecter. Mais je pense qu'il ne faut pas en abuser. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la mobilisation, et c'est vrai qu'elle existe, mais on ne parle pas de la mobilisation de tous ceux qui en souffrent. Et je peux vous dire que ça fait des dégâts, parce qu'il y a les gens qui vont travailler, les gens qui ont prévu depuis longtemps un certain nombre d'activités, sont aujourd'hui totalement désemparés, et puis surtout, c'est long dans la durée. Il peut y avoir une journée de mobilisation, très bien, mais là, jusqu'au mois de juin, à 2 ou 3 mobilisations par semaine, ça fait beaucoup. Voilà, je dis que ça fait beaucoup. Et je ne suis pas persuadé qu'au XXIe siècle, la grève soit encore un moyen moderne de faire pression sur les pouvoirs publics. Je ne le crois pas, moi. Alors, je pense qu'il y a d'autres moyens. Ce serait quoi les autres moyens ? Et expliquez-nous bien la position du Front National, parce que vous êtes contre la réforme, mais vous dénoncez ce que vous avez mis dans un tweet, la gréviculture, quoi. D'abord, ne pas se tromper sur les appuis que l'on porte aux politiques. Le problème de la CGT, notamment aujourd'hui, c'est que, je rappelle, elle appelait à voter Macron. Je rappelle que M. Martinez avait dit que M. Macron devait obtenir le plus grand nombre de voix possible au deuxième tour. Eh bien, il l'a. Voilà. Et il emporte la responsabilité. Pour faire barrage au Front National. Oui, d'accord, mais là, pour le coup, c'est démantèlement du service public ferroviaire, plutôt qu'une prétendue lutte contre un fascisme qui n'existe pas. En revanche, lui, sa bêtise, elle existe, et on la voit tous les jours, qui s'expriment partout en France. Ce sont des gens qui ne prennent pas la mesure de la responsabilité qu'ils prennent quand ils suivent aveuglément les pouvoirs socialistes, parce que longtemps socialistes, ou aujourd'hui M. Macron. Voilà, ils en sont les co-responsables de la situation. Donc c'est trop facile aujourd'hui de venir nous dire « Ah ben maintenant il faut faire grève parce que M. Macron, il avait annoncé depuis longtemps ce qu'il voulait faire. Plus d'Europe, plus de libéralisation, plus de démantèlement de tous les services publics français. On le savait depuis le départ. Et pourtant, ils ont pris les responsabilités de voter pour lui. Eh bien, nous en sommes là. » Est-ce que vous dites ça parce que la CGT ne veut pas vous voir dans les défilés ? Mais non, mais la CGT ne représente aujourd'hui quantitativement, pratiquement, je ne veux pas dire plus rien, mais une infime minorité des gens qui travaillent dans notre pays. Voilà, elle est un syndicat de gauche, crypto-communiste, je dirais, dont on connaît l'histoire et dont on sait aujourd'hui qu'elle n'a pas amener, je crois, la moindre défense du progrès social. Depuis que je vois des gens défiler dans les rues, moi, la France va de plus en plus mal. Les emplois s'en vont, les services publics sont de moindre qualité, ils sont en train d'être démantelés. Le paquet ferroviaire qui a été voté par le Parti socialiste, notamment au Parlement européen, mais vous retrouvez les mêmes dans les régions qui gouvernent ensemble, avec les communistes, avec le Front de gauche, etc. Stop à l'hypocrisie générale. Nous sommes contre ce moyen archaïque de faire pression sur le pouvoir. Et nous sommes contre cette réforme, mais nous disons pourquoi nous sommes contre cette réforme. Patrice Moyon. Louis Alliot, il y a un front avec la SNCF, mais on voit aussi un certain nombre de facs qui sont bloqués, Paris, Montpellier, Toulouse, entre autres. Comment est-ce que vous voyez la réforme de l'orientation Parcoursup ? Quelle est la position du Front National ? Et est-ce que vous craignez aussi que la contagion sociale s'étende ? Mais non, c'est une contagion. J'ai entendu la convergence des luttes. Mais ces universités sont bloquées d'ailleurs sans que les médias n'en aient fait mention depuis presque un mois, je crois. À Montpellier, rien ne s'était passé. Puis aujourd'hui, comme il y a eu des violences à l'intérieur des universités, comme à Tolbiac hier, où les grévistes ont tapé sur ceux qui ne voulaient pas faire la grève au nom de l'Assemblée Générale pour bloquer Tolbiac et des choses comme ça. Il y a une convergence de gauchistes. Voilà, aujourd'hui, c'est une convergence de gauchistes qui veulent semer l'agitation. Et j'ai même entendu certains nostalgiques, on va refaire mai 68. Nous en sommes là, mais je pense que l'opinion à ce jour, est très éloigné de cette volonté d'agitation. Pas les réseaux sociaux. Pas les réseaux sociaux. Vous avez vu dans les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux sont un prisme déformant.
Voilà. Allez discuter avec les gens sur le terrain, les gens ne sont pas contents, mais de là à tout révolutionner, pour suivre la CGT et pour suivre les organisations anarchistes des universités, vous ne trouverez pas beaucoup de monde quand même. La sélection à l'université, ça vous semble nécessaire ou pas? Non, enfin, moi qui étais à l'université, je pense qu'il faut faire très attention là-dedans. Voilà. À quel endroit? Il ne faut pas gâcher la chance d'un certain nombre de personnes qui peuvent accéder dans le supérieur et qui peuvent faire des cursus intéressants dans le supérieur. Donc je pense qu'il faut faire, il faut à la fois faire attention à l'orientation à la sortie du lycée. Peut-être c'est revaloriser le bac pour permettre une meilleure orientation dans les universités, plutôt que de faire une sélection stricte à l'entrée de l'université qui peut mettre sur les voies de garage beaucoup d'étudiants. Quelle université avez-vous fréquenté? À Toulouse. J'étais à l'université UTN de Toulouse, où j'ai fait mon doctorat de droit. Alors, l'actualité, c'est aussi, vous êtes député, le texte Asile et immigration qui arrive en commission des lois. Il y a plus de 900 amendements qui ont été déposés, dont plus d'un tiers qui viennent de La République En Marche. Qu'est-ce que vous, le Front National, vous proposez? Est-ce qu'il y a une mesure au moins qui trouve, grâce à vos yeux, vous allez le savoir, puisque nous allons présenter notre contre-projet ou notre contre-proposition, en quelque sorte, de loi dans les jours qui viennent. C'est Marine qui fera une conférence de presse sur le sujet. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de communication sur le sujet, notamment sur la réduction des délais de rétention, des choses comme ça. Mais en fait, le gouvernement est déjà en train pratiquement de plier. Je regardais hier M. Collomb en commission des lois, qui commençait à dire « mais non, ce que je veux, c'est... » Voilà. Ils sont toujours entre deux. Aucun gouvernement n'a jamais pris des mesures adéquates pour mettre fin à l'immigration clandestine. Voilà. Là, il y a un durcissement. Le texte introduit un durcissement net. Il y a un durcissement d'annonce. Allongement de la durée des rétentions maximales, raccourcissement du délai pour les recours. On verra à la fin, parce que la situation est dramatique. Mais je pense que ce projet de loi n'est pas la mesure de ce que vit aujourd'hui la France. Moi, je suis allé, comme tous les députés du Front National, visiter le centre de rétention de Perpignan, et je peux vous dire que voilà, on laisse aussi la police gérer des situations qui sont absolument inacceptables, dramatiques et sans moyens. Est-ce que vous avez avec déposé... de plus en plus, avec de plus en plus de clandestins qui passent les frontières françaises, sans qu'on ait les moyens ni de les contrôler, ni de les appréhender, et donc ils sont sur le territoire. Précise, est-ce que vous avez déposé des amendements, et si oui, combien d'amendements pour ça, je vais pas moduler? Vous répondre aujourd'hui, vous verrez la proposition. Le texte est déjà en commission des lois. Oui, d'accord, mais je vous signale que le droit, on a quand même des délais pour déposer les amendements. Laissez-nous présenter la proposition de loi et vous aurez les amendements qui vont avec. C'est un projet global. C'est pas seulement d'ailleurs la lutte contre l'immigration sur le territoire, c'est aussi préparer le terrain avec les pays qui nous envoient de l'immigration, notamment l'Afrique. Que fait-on pour le co-développement? Est-ce que dans ce projet de M. Collomb, on parle de cela? Qu'est-ce que vous proposez? Que fait-on avec les pays qui nous envoient de l'immigration? Il faut simplement des relations bilatérales avec un certain nombre de pays pour justement réguler les flux migratoires qui proviennent de ces pays-là. Il est anormal aujourd'hui qu'on continue à avoir des flux migratoires importants du Maroc, de l'Algérie ou de pays avec lesquels nous entretenons des relations de travail par ailleurs, notamment dans la lutte contre le terrorisme ou dans le domaine économique. Ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y ait autant de ressortissants qui fuient la Côte d'Ivoire? Toutes ces relations-là, je pense que nous devons avoir une vraie politique de co-développement avec l'Afrique, parce que sinon, qu'est-ce que je vous dise, le réservoir humain de l'immigration dans le monde est inépuisable, et la France, si elle ne met pas des barrières et si elle ne montre pas des signes pour dire stop, eh bien elle sera, comment je pourrais dire, elle sera submergée par les flots migratoires à l'échelle du monde aujourd'hui. C'est Louis Alliot, le vice-président du Front National, qui est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. La réforme constitutionnelle, Louis Alliot, est présentée au Conseil des ministres ce jour. Alors, la proportionnelle, on y arrive. Là-dessus, vous allez dire bravo, au moins. Oui, on verra quelle dose. C'est toujours pareil, puisque nous sommes pour la proportionnelle intégrale, avec une prime majoritaire, comme ça se fait déjà dans les régions ou les mairies. Mais c'est la première fois qu'on y arrive, et vous reconnaissez une avancée là-dessus, ou même pas? On verra si c'est 10%, c'est ridicule. Si on avoisine les 20%. Si c'est 20%,
il faudra regarder de plus près avec la réduction du nombre de députés à 400, ça ferait combien à peu près de représentants des partis politiques aujourd'hui qui n'ont pas de groupe, combien nous serions à l'Assemblée. Il faut regarder par rapport à cela, mais dans tous les cas de figure, ça ne représentera jamais le pluralisme des opinions sur l'ensemble du territoire. Nous sommes pour la proportionnelle intégrale. Et là, c'est vrai qu'il faut faire attention au découpage. Parce que moi, j'entends parler déjà dans mon propre département de diviser en deux le nombre de circonscriptions. Il y en a 4 dans les Pyrénées-Orientales, ça ferait 2 circonscriptions, ce qui ferait quand même des circonscriptions assez grandes. Hein. Entre le rural, qui serait peut-être mal loti, et l'urbain, qui serait peut-être trop bien loti. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut regarder avec précision, et moi je regarderai attentivement. Mais sur le principe, c'est vrai, cette promesse de la proportionnelle, elle arrive enfin en discussion. Maintenant, on verra si elle arrive jusqu'au bout. Patrice Moyon. Louis Alliot, on est à quelques mois des élections européennes. Thierry Mariani pourrait être numéro 3, c'est ce qu'on entend. Vous confirmez ou pas? Non, je ne confirme pas, non. Vous confirmez pas? Vous avez des contacts avec lui? Et il a rencontré Marine une fois, mais pour l'instant, il n'y a aucune décision de prise, aucune négociation entamée. Mais c'est des choses qui... écoutez, moi, encore une fois, je le dis souvent, j'ai été élu dans la 2e circonscription des Pyrénées-Orientales avec l'appui des électeurs des Républicains. Tout le monde le sait. J'avais fait la courte échelle aux élections passées. J'avais retiré notre candidat et empêché un socialiste de passer. L'électorat est prêt. L'électorat est prêt. Mais on a l'impression les gens le demandent sur le terrain. On a l'impression que c'est au niveau des leaders que ça ne fonctionne pas. Parce que tout le monde veut le rassemblement dans ce secteur politique, sauf que tout le monde dit rassemblez-vous derrière moi. Mais aujourd'hui, les Républicains sont inaudibles et sont presque aussi sectaires que les socialistes. J'écoutais M. Jacob hier, on aurait dit un socialiste, on aurait dit le cambadéliste de la mandature précédente. Mais aucune le Front National, alliance, vous dites, mise au banc du Front National. derrière nous. Non. Dupont-Aignan dit rassemblez-vous derrière moi. Ça se fera, moi je l'ai toujours dit. Écoutez bien, moi, regardez chaque fois que je suis passé, le rassemblement se fera à la base en dehors des états-majors politiques. Parce que M. Jacob, quand il exclut comme ça le Front National, je peux vous dire que sur le terrain, les petits entre guillemets élus locaux, eux, ils regardent pas ça du même œil. Hein. Ils voient bien à qui ils ont affaire, ils voient bien les gens qui sont sur le terrain, les élus du Front National avec qui ils discutent déjà, etc. Et les oukases de M. Jacob et de quelques autres, ils s'en moquent. C'est pour ça que je vous dis, les municipales, à la base, c'est là, à mon avis, qu'il faut travailler. Et les états-majors, malheureusement, sont engoncés dans des logiques d'appareil, et je pense notamment précisément aux Républicains, ils sont, par exemple, farouchement opposés à la proportionnelle, dans des termes d'ailleurs assez désagréables. Or, ils ne disent pas que M. Chirac a gouverné en 86 avec la proportionnelle et avec une majorité, alors que M. Mitterrand en 88 n'a pas eu de majorité, alors qu'ils avaient rétabli le majoritaire à deux tours. Mais en 86, voilà. Jean-Marie Le Pen était à l'Assemblée nationale grâce à une forme de proportionnelle aussi. Non, mais proportionnelle intégrale. Mais c'est pour ça. Non, mais eux, ils disent la proportionnelle, c'est l'absence de majorité. D'abord, il faut savoir ce qu'on fait de la majorité, parce que quand ils ont été majoritaires, ils ont fait n'importe quoi pour le pays. Mais en plus, les modes de scrutin ne sont pas aussi automatiques que cela. On peut gouverner avec une proportionnelle intégrale et être minoritaire avec un majoritaire à deux tours. Ça s'est déjà passé. Vous êtes actuellement conseiller municipal, si je ne me trompe pas, à Perpignan. Est-ce que vous serez candidat d'ailleurs au municipal en 2020 à Perpignan? Oui, je serai candidat à la municipale de Perpignan. J'avais failli gagner la dernière fois puisque j'avais fait 45% au deuxième tour. Et le maire de Perpignan ne doit son salut qu'au fait que la gauche ait retiré son candidat et en appelant à me faire battre. C'est là, ça, voilà. Sinon, ça aurait fait un scénario à la Biterroise. Il y aurait eu une triangulaire et j'étais maire de Perpignan. Cette fois-ci, on a préparé le terrain et on prépare le terrain et je serai candidat à la mairie de Perpignan. Alors préparer le terrain, il faut des militants. Au dernier congrès, si on a bien suivi les informations qui ont été sorties par le Figaro, il y avait seulement 38 000 militants à jour de leur cotisation, c'est-à-dire 45 000 de moins qu'au précédent congrès en 2014. D'abord, ils sont partis où? C'est une hémorragie? Ces chiffres, je ne les confirme pas. Le Figaro les a sortis sans aucune certitude ni confirmation. Le seul qui connaît les chiffres, c'est l'huissier. Il y en a combien et les alors adhérents, et les adhérents qui participent. Votre estimation, on va dire. Je vais pas dire. Votre estimation. De toute façon... Pourquoi vous... Bah oui, une estimation. Vous êtes le vice-président du... Vous connaissez bien la fédération. Dans ma fédération dans les pays, on a plus d'adhérents qu'avant. Mais il faut dire que mon élection à la députation a permis une augmentation des adhérents. Donc la question ne se pose pas. Et au niveau national, vous souhaitez répondre? Mais c'est pas ça, c'est que ces chiffres-là, nous verrons dans 6 mois, je pourrai vous répondre. Vous ne voulez pas répondre, hein, quand on aura épongé les 6 mois
de blocage que les banques nous ont imposés, notamment par les adhésions en ligne. Parce que je peux vous dire que des dizaines et des dizaines de mails, on en a reçu de gens qui adhèrent en ligne et qui n'y pouvaient pas le faire pendant 6 mois. Et c'est pas la même démarche que d'adhérer devant un ordinateur et que de venir à une fédération, remplir un papier pour faire son adhésion. Et là, il y a effectivement un manque à gagner et un manque d'adhésion. Est-ce que vous n'auriez pas besoin que Marion Maréchal-Le Pen soit un peu plus présente? Parce qu'elle est partie, mais elle est très présente dans les têtes et même dans la ligne surtout du au Front Figaro. National. De la ligne du Front National, sur la PMA, sur l'abandon de la priorité à la sortie de l'euro, sur le rassemblement. Votre politique au Front National ressemble beaucoup à ce qu'elle prenait. Non mais attendez, moi ça fait 30 ans que je suis au Front National. Et ça fait 30 ans que je défends ces idées-là. J'en ai pas changé, vous savez, hein. Que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la famille, que ce soit sur le... Vous, Louis Alliot. Oui, non mais d'accord, mais je suis pas seul, moi, au Front National. Il ne vous aura pas échappé que je suis sorti en tête de tous les cadres et par le vote des militants. Donc je veux dire, si Marion était là, eh bien, elle serait avec nous dans l'équipe pour développer ce programme-là. Elle a décidé de se retirer. C'est sa vie, elle fait sa vie, elle fait ses choix. Pour l'instant, elle est sur un projet professionnel. Si demain, elle nous dit « je veux revenir » ou si elle revient, tant mieux. Mais pour l'instant, on va pas... Vous avez des contacts avec elle, bien sûr. Oui, mais on ne va pas imposer à quelqu'un de venir si oui. elle ne veut pas venir. C'est ça le problème. Louis Alliot, vous avez été observateur lors des élections en Russie. Quel regard vous avez sur aujourd'hui la situation en Russie? Parce qu'on voit bien que c'est compliqué. Écoutez, voilà, je pense que Poutine est un président qui tient son pays, hein, qui est estimé des Russes dans une situation compliquée à l'échelle internationale. Et je pense que la France aurait tout intérêt à avoir des relations apaisées et suivies avec la Russie, comme on peut l'avoir avec d'autres. Parce que si on regarde les relations internationales par le prisme simplement de la démocratie représentative, à ce moment-là, il y a des pays avec lesquels on ne discutera plus jamais. Louis Alliot, donc on a compris que vous allez être candidat au municipal à Perpignan. L'indépendant de Perpignan, un journal dirigé par Alain Bott, parle ce matin de l'extradition de Carles Puigdemont en disant que la menace se précise. Je voudrais avoir votre avis sur cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est détenu en Allemagne actuellement, bien sûr. Écoutez, d'abord, je pense que les catalanistes indépendantistes sont allés très loin dans la contestation de la Constitution, c'est-à-dire de la norme juridique admise par tous, y compris par les Catalans. Hein. Et donc ils sont allés très loin en violation de ce texte-là. Donc je comprends, si vous voulez, qu'il y ait une certaine agitation à l'échelle de l'Espagne sur le problème catalan, qui d'ailleurs, mais il faut, sachez-le, hein, qui met quand même beaucoup en émoi le reste de la population espagnole. Mais c'est vrai qu'au XXIe siècle, je le dis comme je le pense, hein, alors que je suis très farouchement opposé à cette forme de volonté d'indépendance extrémiste. Parce que quand vous avez l'alliance du centre-droit avec l'extrême gauche la plus totalitaire, c'est le cas en Catalogne, j'ai du mal à comprendre, c'est vrai, comment on peut régler le problème en mettant ces gens-là en prison, alors qu'ils ont bénéficié de 40% de vote dans cette province espagnole. Voilà. Je pense que le problème doit se régler autrement, qui doit se régler par la négociation, qui doit se régler par le dialogue, mais toujours dans le cadre constitutionnel espagnol, car la Catalogne est une région d'Espagne. Et de ce côté-ci de la frontière, hein, du côté de Perpignan, hein, d'Occitanie, qu'est-ce que vous sentez quand vous rencontrez les gens? Oui, vous savez, les Catalans français, les Français de culture catalane sont français avant tout. Ils ont la langue, ils ont leur spécificité culturelle, leur culture, mais ils sont français, ils ne rêvent pas. Ils n'ont pas de rêve d'indépendance. Et vous savez que le général en chef des armées en 14 s'appelait le général Joffre, qu'il était catalan de Rivesaltes. Et depuis cette période-là, le sang catalan s'est mêlé dans la nation française et il n'y a plus de sujet d'indépendance de notre côté de la frontière. Merci Louis Alliot, vice-président du Front National, d'avoir été l'invité politique de Territoire d'Info. Merci Marcelo Westfred et Patrice Moyon. On passe au débrief de l'actualité et de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, Louis Alliot, le vice-président du Front National, quitte ce plateau. Font leurs entrées Guillaume Doyen, qui était présent dans la première partie de cette matinale d'info, le journal des territoires. Il dirige la Gazette des communes, des départements et des régions. Rebonjour Guillaume. Bonjour. Et André Crétenant, qui
qui fait son retour après quelques semaines d'absence. Il ne nous dira pas où il était. Il est directeur de l'information de TV5 Monde. C'est la chaîne partenaire qui diffuse cette matinale d'infos sous forme de best-of tous les week-ends sur ses 9 antennes à travers le monde. On démarre tout de suite avec cette interview politique de Louis Alliot, le vice-président du Front National. On démarre sur cette mobilisation qui ne faiblit pas au 2e jour. Il a tout de suite, Guillaume Doyen, attaqué Philippe Martinez, donc le leader de la CGT, en disant qu'il a voté Macron pour faire barrage au Front National au 2e tour de la présidentielle. Il n'a que ce qu'il mérite. Eh bien, oui, et c'était pas si mal joué que ça, je pense, de la part d'Alliot, qui a... Alors, sa posture elle est la suivante, c'est à la fois non à la grève et non à la libéralisation. Et il est bon, oui, mais l'équilibre. C'est pas si mal équilibré que ça, si vous voulez. Parce il est bon de rappeler que ça n'est pas d'abord Macron la libéralisation. Hein, il faut quand même le dire. C'est antérieur. C'est antérieur et c'est un processus. Première année de quinquennat, bien sûr. C'est un processus de long terme qui a concerné d'abord le fret, qui va maintenant toucher le transport de passagers et qui s'étale sur plus de 15 ans, il me semble, et en tout cas qui a été voté par tous. Oui, bien sûr. Or, le FN, mais les députés européens, de droite, de gauche, y compris les Verts, ont voté cette libéralisation. André Gratnan. Oui, absolument. C'est une position assez confortable d'une certaine manière, puisque tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont travaillé pour l'élaboration de cette libéralisation. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est lorsqu'il dit « Est-ce que la grève est l'outil du XXIe siècle ?» Oui. On aurait tendance à répondre, en plus pour un Suisse, il aurait tendance à... Il faut préciser que vous êtes Suisse. On aurait tendance à répondre non, c'est pas un outil du XXIe siècle, mais évidemment que dans la culture française c'est différent, c'est un droit constitutionnel, comme le Premier ministre l'a rappelé hier, c'est un droit évidemment important. Ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, en élisant Emmanuel Macron, les électeurs ont choisi un certain style, une certaine manière de faire de la politique et qui est beaucoup plus orientée vers le consensus. Et donc là, le président se retrouve en fait avec une majorité de citoyens qui ont voté pour lui et qui, par ailleurs, aujourd'hui, malgré tout, tiennent à cette grève. Moi, ce qui me frappe, c'est que cette grève vient très tôt, que c'est une grève très idéologique, au fond, très politique. Je ne pense pas que les cheminots soient dans une défense uniquement de leurs intérêts corporatistes. Je pense que ça va un petit peu au-delà. Et vous avez souvent entendu des critiques sur le libéralisme. On a comparé Emmanuel Macron à Madame Thatcher. Donc il y a un vrai combat idéologique. Et je crois que là, on est dans une grève très symbolique et qui touche à quelque chose de très profond de la culture de ce pays. Convergence des luttes, vous avez entendu, il ne pense pas qu'il y en ait, Louis Alliot, de convergence des luttes. Bon, je vais rappeler que ça se passait surtout sur les réseaux sociaux, comme on l'a dit ce matin dans la première partie de cette matinale d'info. Oui, il y a des... Franchement, je ne vois pas comment des cheminots et des étudiants pourront accorder leur violon sur le sujet. Voilà, je me trompe peut-être, mais je ne l'imagine pas. C'est une preuve de la faiblesse peut-être du mouvement. Parce que pourquoi y aurait-il besoin d'autres grèves et pourquoi y aurait-il besoin d'une convergence des protestations si on ne se sentait pas suffisamment fort? Et donc, moi, ça m'étonne beaucoup, cet appel des syndicats de cheminots à d'autres signes de protestation, comme s'ils se disaient que tout seuls, ils n'y arriveront pas. La réforme constitutionnelle est présentée au Conseil des ministres ce jour. On a évidemment interrogé Louis Alliot là-dessus. Au fond, c'est la proportionnelle qui l'intéresse le plus, lui. Est-ce que c'est la solution pour le Front National? Vous avez vu, alors évidemment, plus on se rapprochera des 20%, et plus ça l'intéresse à lui. La proportionnelle est une revendication permanente, pas seulement du Front National d'ailleurs, mais de toutes les formations qui se retrouvent bloquées par le scrutin majoritaire. Si vous voulez, oui, s'ils veulent sortir de l'impasse dans laquelle ils sont aujourd'hui, si vous voulez, la proportionnelle, c'est une des solutions pour eux, effectivement. Mais il y a eu un deuxième point qu'on abordait, c'est la diminution éventuelle du nombre de parlementaires, là, ça vient. Où les places deviendraient de plus en plus chères, si vous voulez, et réduiraient aussi leurs chances d'accéder. Voilà, c'est ça, une mesure compense l'autre. Exactement. Donc là-dessus, j'ai senti un point de tension, oui. André Quatennens. Peut-être que la proportionnelle rend aussi le jeu politique plus difficile, le jeu des alliances. Donc c'est pas aussi simple. C'est pas simplement une meilleure représentation du paysage politique qui est en jeu. C'est aussi la capacité en fait de la classe politique d'une manière générale de conduire des coalitions.
telles qu'elles existent dans d'autres pays où on connaît justement un système proportionnel plus complet. Et donc là aussi, on sent bien que ce pays a besoin d'une majorité claire pour gouverner. Et on voit bien aussi avec les législatives qui suivent la présidentielle, il faut que dans la législative, il y ait une majorité présidentielle. Donc si on est dans une proportionnelle, de stabilité, là. Donc si on est dans une proportionnelle plus importante, comment s'établit cette majorité? Et donc là, c'est un peu un point d'interrogation. Comme dans les autres démocraties, où on s'entend sur une plateforme programmatique après les élections et qu'on signe un accord de Angela Merkel a eu du mal, quand même. Mais oui, mais ça fonctionne dans d'autres pays quand même. Un petit mot sur Marion Maréchal Le Pen. Vous avez entendu ce qu'il a dit sur elle? Ils sont en contact. Ils sont en contact, oui. C'est un peu le... personnalité, hein, c'est un peu le spectre Marion Maréchal Le Pen, on l'a vu ici, on la reverra par là, j'en sais pas plus. André Crête-Nant, c'est un peu une épine dans le pied. Quoi. Ouais. Voilà, on sentait bien qu'à ce moment-là de l'interview, il était un peu embêté. Et voilà, cela dit, je pense que Marion Maréchal Le Pen, aujourd'hui, n'a effectivement pas envie de revenir. Elle reviendra peut-être un moment. Mais le fait même qu'on évoque tellement son retour montre aussi dans quel état se trouve aujourd'hui le parti et comment on le considère. C'est-à-dire il est en difficulté, il est dans une période de faiblesse et voilà, il y a quand même pas mal de militants qui se disent peut-être que c'est elle qui peut nous sortir des difficultés actuelles. Merci André Crête-Nant et Guillaume Doyen d'avoir débriefé l'actualité et l'interview politique de celui qui était notre invité politique ce matin sur ce plateau, Louis Alliot, le vice-président du Front National. André Crête-Nant, ça vous intéresse maintenant? On va regarder le résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité du monde qui est réalisé par vous, notre partenaire TV5 Monde. A tout de suite. Ils ont fui la violence du Honduras, du Salvador ou du Guatemala, mais pourraient bien se retrouver face à l'armée américaine lorsqu'ils arriveront à la frontière avec les États-Unis. C'est du moins ce qu'affirme le président Donald Trump si jamais le Mexique ne stoppait pas cette caravane composée de plusieurs milliers de migrants. Nous avons de très mauvaises lois pour protéger nos frontières, mais nous allons changer ça. J'ai parlé avec le chef d'état-major et nous allons gérer ça militairement, tant que nous n'aurons pas de mur et une véritable sécurité. Nous allons protéger notre frontière avec l'armée. Le cri d'alarme d'Antonio Guterres est venir en aide au Yémen. 2 milliards de promesses de dons des pays donateurs pour faire face à l'urgence humanitaire. La situation au Yémen est aujourd'hui catastrophique. Le Yémen est la pire crise humanitaire du monde. Confrontés à la toute-puissance des milices armées et aux combats incessants, les Yéménites payent un très lourd tribut à cette guerre civile. Plus de 8 millions d'entre eux sont exposés aux épidémies et à la famine, les enfants et les civils en première ligne d'un conflit qui a fait du Yémen le théâtre de la plus grande crise humanitaire au monde. Comme en 1968, la jeunesse américaine est en colère. Et comme en 1968, une King la galvanise, micro en main. Je m'appelle Yolanda Renee King. Je suis la petite fille de Martin Luther King. Je fais un rêve dans lequel trop c'est trop. Le pasteur d'Atlanta reste une référence pour l'Amérique contestataire, son credo de non-violence aussi. Mais son premier combat, la cause des Noirs aux États-Unis, n'est toujours pas gagné. Barack Obama avait fait le pari de construire une société post-raciale aux États-Unis. Il a échoué. Le rêve de Martin Luther King reste inachevé, mais l'héritage du pasteur baptiste, lui, est bien vivant. Voilà, c'était le Zap Monde de notre partenaire TV5 Monde qui nous diffuse sur ces 200 pays et territoires. Voilà, merci André Crête-Nant, merci Guillaume Doyen. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous. Au revoir.